montrer comment ça a commencé ici vendredi après-midi. Il s'agissait d'un café littéraire autour d'un triangle que je ne vais pas qualifier, je vous en laisse le soin, juifs, musulmans et république. C'était un peu compliqué, ça s'est très bien passé. Mais la plupart des intervenants sont venus me parler à l'oreille. Il y en a un qui a parlé à l'oreille, mais dans le micro, on s'en est pas rendu compte, mais c'est quand même un peu gênant, il n'y a que des hommes pour parler cérémonie. Donc moi, comme je suis très lâche, j'ai dit que je n'en étais pas responsable. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plutôt intéressant parce qu'il est question du rapport au patriarcat, du rapport au foulard, et effectivement, la présence est essentiellement féminine, et je vais faire un peu le coq, quand même un peu. Je suis très heureux. Voilà. Je suis très heureux de vous accueillir, Maya El Haj, avec votre roman Burkini, publié chez Éric Bonnier, qui raconte une drôle d'histoire. Vous en laisserez découvrir un certain nombre d'éléments. Nadia El Bouga, à propos de la sexualité dévoilée, sexologue, féministe et musulmane, c'est le sous-titre, c'est tout un programme. Et Malika Hamidi, un féminisme musulman et pourquoi pas, qui est un travail de recherche. C'est la réécriture ou la présentation d'un travail de recherche que vous avez mené, que vous avez soutenu il y a quelque temps. Je propose qu'on commence avec votre travail, avec ce texte, qui pour moi est intéressant à plusieurs titres. Le premier d'entre eux, c'est qu'on a un véritable état des lieux de quelque chose qui finalement, enfin d'une situation qui est la situation du féminisme, du combat féministe, mais pas que, hein, de la situation réellement, et dont on ne parle jamais finalement, très très peu, ou alors il faut vraiment être au courant et suivre des choses. Et donc, votre livre, il a déjà ceci de salutaire, il y a d'autres aspects, mais il a déjà ceci de salutaire, qu'il présente une situation, qu'il présente un état des lieux. Voilà, et comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette recherche? Une question très bête, mais évidemment, pour ouvrir les choses, on va commencer comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur Chemla. J'aimerais commencer par des remerciements très chaleureux à Coup de Soleil et Irémo de cette invitation qui me touche et puis qui en même temps permettent de donner de la visibilité justement à un courant de pensée, à un mouvement d'action de femmes qui, du fait qu'il puise son projet de libération à partir des textes religieux, entre autres, évidemment, mais aussi de la philosophie des droits humains, fait que c'est un courant qui reste marginalisé parce que mal connu et en même temps mal compris. Alors, ce qu'il faut rappeler, effectivement, donc c'est le fruit d'une recherche doctorale que j'ai effectuée en 2014. La thèse a été soutenue en 2015, donc il faut... Pardon ? Voilà, c'est tout frais. Puis une publication aux éditions de l'Aube que je remercie aussi, soit dit en passant, puisque l'idée c'était aussi, j'aurais pu publier dans des presses universitaires, mais pour moi l'idée c'était avant tout de faire connaître un mouvement à un public extra-académique. Hein. Ça revient beaucoup dans le livre, dans le prochain, c'est qu'il faut que maintenant tous ces concepts d'intersectionnalité, postcolonialisme, féminisme musulman dépassent les jargons académiques et les cercles universitaires. Juste pour préciser, un féminisme musulman et pourquoi pas, je le précise à chacune des présentations, ce n'est pas de moi, ça aurait dû être en guillemets, un féminisme musulman et pourquoi pas, qui est un titre qui peut paraître subversif, est en réalité une phrase de Christine Delphi, figure historique du féminisme français, grande amie de Simone de Beauvoir, qui à un moment donné dit, nous étions engagés à l'époque dans le collectif féministe pour l'égalité, qui s'était mis sur pied pour dénoncer une loi liberticide, une loi antidémocratique, qui était la loi en réalité contre le foulard, et à un moment donné elle dit on ne défend pas le foulard, on défend le droit de faire ce que l'on veut finalement de son propre corps. Donc c'est une lutte qui est féministe. On s'est engagé dans ce collectif, et à un moment donné, on a mis des actions sur pied, et puis elle se rend compte que dans les réunions, bah, finalement, il y a des femmes voilées qui viennent. Donc nous, on appartient à cette génération de femmes musulmanes voilées, où quand on arrivait dans les réunions, on se demandait presque si on ne se ferait pas de réunion. Comment vous pouvez vous définir en tant que féministe alors que vous avez le symbole d'oppression? Donc ma lutte, elle part de là, et puis une rencontre avec l'UNESCO, avec Alain Grèche, qui a préfacé l'ouvrage, et qui lui m'avait encouragé à poursuivre la réflexion, qui était d'abord une réflexion politique. Mon histoire personnelle avec le féminisme musulman, c'est un voyage spirituel qui s'est à un moment donné politisé.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des questions dans mon rapport à mon propre corps, à ma féminité, à différentes choses. Et à un moment donné, on s'est trouvé face à une société française, à l'époque je vivais en France, qui discriminait les femmes parce qu'elles portaient un symbole religieux. Et là a démarré ce voyage qui est en réalité un voyage de femmes blessées, comme je le disais dernièrement dans une interview. Donc des femmes qui, à un moment donné, ont envie de dire à la République française, à la Belgique, au Canada, nous sommes des femmes à part entière, nous faisons partie du paysage et nous allons contribuer à la lutte féministe. Voilà, c'est un petit peu mon parcours. Et la raison pour laquelle je suis arrivée sur ce terrain-là. Alors justement, en explorant ce terrain, d'abord, vous faites vous menez en partie, en tout cas dans le texte, un travail de lecture, pour l'instant, moi je vais qualifier critique, mais on peut discuter de ce terme, je ne le défendrai pas jusqu'à mais de scripturaire. Vous faites un travail critique de lecture des écritures à partir de quelque chose que je vais qualifier de pétition de principe, et j'espère vous faire réagir, qui est que cette lecture elle a été jusque-là menée par des hommes, et donc elle est fortement teintée de leur approche du côté du patriarcat. Alors, pour préciser... Et à partir de là où je veux en dire, vous rencontrez un certain nombre de figures. Oui, je pense à Amina. Tout à fait. Oui, j'ai eu cette chance. Donc, je suis sociologue. Je n'ai pas prétention à relire les textes, raison pour laquelle j'aurais souhaité qu'Asma Lamrabet soit présente, puisque moi j'ai collaboré avec Asma Lamrabet dans le cadre du GIRFI, groupe de réflexion internationale des femmes en islam, où l'idée justement était de s'approprier les textes et de les relire à partir de nos réalités. Alors pour le coup, GIRFI, il y avait des antennes au Canada, au Maghreb, en France, au Maroc, et l'idée c'était, et nous avions eu une réunion en 2008, il me semble, à la Rabeta Gaolema, à Rabat, et l'idée, c'était de venir, nous, avec nos questionnements de femmes, en fonction de son contexte. Pour ce qui est les femmes musulmanes d'Europe, on a nos spécificités en matière de discrimination. On ne va pas dire, non, il n'y a pas de lecture misogyne machiste. Il existe une lecture misogyne et machiste, oui. Il y a effectivement des hommes, à partir de leur subjectivité, qui ont teinté leurs interprétations, mais oui, il y a aussi des femmes savantes, d'ailleurs j'en parle dans l'ouvrage, qui ont fait partie de l'histoire et de l'âge d'or de l'islam. Il y a des femmes qui ont contribué à l'interprétation des textes, à la réinterprétation des textes. Nous avions l'âge d'or de l'islam a existé, et puis le prophète de l'islam, paix sur lui, est décédé, et alors seulement ensuite on a assisté à la décadence de la pensée, et notamment à la marginalisation des femmes. Mais on avait des femmes philosophes, nous avions des femmes musiciennes, nous avions des femmes intellectuelles, nous avions des femmes qui rapportaient des hadiths, donc qui sont les actes et les dires du prophète. À ce titre, j'aimerais rendre hommage à Fatima Mernissi, qui a fait un énorme travail scientifique, historique, de relecture des chaînes de transmission des paroles du prophète qui ont été rapportées et qui ont, pour la plupart, s'est rendu compte que tout ce qui concernait les femmes, eh bien, c'était interprété par des hommes. Donc elle a fait tout ce travail de relecture, elle a analysé minutieusement, elle a fait un travail de féministe musulmane, elle ne s'identifiait pas comme féministe musulmane, mais c'était une féministe musulmane avant-gardiste. Donc dans l'ouvrage, je reprends la pensée de ces femmes, Emina Wadoud, Asma Lamrabet, Imam El-Husseini, Asma Barlas. Dans l'autre ouvrage, j'aborde tout le travail que Asma Lamrabet a fait, mais en tout cas, ces femmes-là, effectivement, sont dans la démarche de proposer un nouveau cadre méthodologique de réinterprétation du Coran et des sources scripturaires. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des femmes qui travaillent. J'avais eu la chance de participer en 2011 dans un colloque international au Caire, où nous étions des femmes musulmanes pour la plupart, chercheuses, académiciennes, mais des femmes de terrain. Ça, c'est très important. Il ne faut pas que le féminisme musulman soit un discours élitiste. Raison pour laquelle j'ai décidé d'être publiée aux éditions de l'Aube aussi, encore une fois, qui touche un large public. Mais l'idée, c'est de faire que les femmes s'approprient cette identité, que les femmes s'approprient ce nouveau souffle féminin, que les femmes reviennent finalement à la source du Coran, qui est porteur d'un message émancipateur et qui est porteur, selon moi, selon ma lecture, et je parle en tant que femme de foi aussi, pas en tant que sociologue, je pense que le Coran contient les éléments éthiques et moraux pour aller vers une justice égalitaire. Je terminerai simplement cela en disant qu'il faudrait simplement que
cette nouvelle méthodologie d'approche sur lesquelles des femmes sont en train de travailler. L'enjeu aussi, c'est qu'il soit accepté et validé, entre guillemets, par les institutions religieuses. Et ça, c'est pas gagné. C'est-à-dire que dans le monde sunnite, nous avons par exemple Al-Azhar, je parlais de ce colloque au Caire, nous avions terminé ce colloque avec une session en présence des savants d'Al-Azhar de l'époque, 2011. Pour voir, en gros, on ne demandait pas que ce soit accepté ou pas, c'était pas ça, mais c'était de dire, voilà, il y a un mouvement de pensée, il y a un courant, il y a une nouvelle génération de femmes qui sont en train de s'approprier les textes, qui sont en train de... C'est pas simplement s'approprier les textes, c'est aussi s'approprier une parole qui a été confisquée sur le terrain sociopolitique. Hein. C'est pour ça que je rappelle souvent que la lutte des féministes musulmanes, il faut la contextualiser. La lutte de la féministe musulmane française n'est pas la lutte de la féministe musulmane marocaine, qui elle va travailler plus sur le code de la famille. La malaisienne, elle va travailler beaucoup sur aussi l'Iran, la Malaisie travaille sur la réforme du code de la famille. Le Canada, la France, la Belgique, c'est des luttes socio-politiques avant tout. Hein, c'est avant tout des femmes qui aujourd'hui sont bardées de diplômes et qu'on renvoie à la maison, alors qu'on est censé être sur une terre qui promeut les droits humains, les droits de l'homme, et donc on ne devrait pas avoir peur de femmes. Mais après, c'est tout un autre débat, et on va être confronté à cette question-là, mais c'est de dire, aujourd'hui, il va falloir accepter, normaliser une présence féminine qui ne doit plus rendre des comptes, tout simplement. Donc ça, c'est le contexte européen, et qui est abordé donc, plus dans l'ouvrage. Merci. Justement, je pensais à un échange que j'ai eu ici avec Rachid Belzine à propos de son livre d'entretien avec Delphine Morviller, qui est Rava. Oui. Est-ce que derrière, enfin, parmi les perspectives ouvertes par votre ouvrage, il y a la question de l'imama. Et vous racontez, c'est d'ailleurs très très émouvant, le moment de la première direction d'une prière. Oui. Lors d'un colloque, d'une rencontre, en tous les cas. Où est-ce qu'on en est de cette... Alors effectivement, Amina Wadoud, je pense qu'elle a posé un acte entre guillemets politique lorsqu'elle s'approprie cette question et qu'elle dit ben voilà, je vais diriger une prière. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer Amina Wadoud d'un point de vue personnel, j'ai partagé des panels aussi avec elle. Amina Wadoud, c'est vrai que c'est une figure aussi subversive, c'est-à-dire que c'est une femme qui peut déranger tant dans le monde musulman que dans le monde occidental. Et c'est ça. D'ailleurs, je pense qu'Asma Lamravet aurait parlé de ces figures, justement, de ces femmes qui représentent cette troisième voie, dont certainement Nadia ou d'autres font partie, qui font bouger finalement les lignes rouges. Des femmes qui sont considérées, moi je parle de subalternes politiques, parce qu'elles refusent les frontières qu'on leur impose, que ce soit dans le monde musulman comme dans les sociétés occidentales. Et Amina Wadoud, elle fait un petit peu ça quand elle dit « je vais diriger une prière ». Donc oui, d'un point de vue religieux, il y a des avis. Et il y a un avis, celui notamment de... son nom va me revenir. Un savant américain, enfin non, c'est un professeur à l'UCLA aux États-Unis qui lui le valide. Il dit oui, il y a eu des situations où des femmes ont dirigé des prières. Mais je terminerai juste par dire que effectivement, c'est une question qu'il faut poser parce que finalement, ça fait bouger les interprétations en disant ben, les femmes musulmanes, finalement, les féministes musulmanes, jusqu'où elles vont aller en termes de réinterprétation. Donc, elles prennent des questions comme ça. Mais je crois que la priorité des femmes musulmanes, en tout cas pour revenir au contexte européen, ce n'est pas de savoir si elles peuvent diriger une prière. Je crois que véritablement, comme je dis, l'angle mort de la lutte des féministes musulmanes, c'est vraiment une lutte sociopolitique. Sur la question des textes, il y a toute une série de femmes, de savantes, donc Amina Wadoud et d'autres que je cite dans l'ouvrage, qui font ce travail-là. Mais dans mes recherches, moi j'ai posé cette question. Lorsque j'ai interviewé mes 45 féministes musulmanes de l'Occident francophone, lorsque je leur pose la question, elles reviennent toutes finalement aux discriminations qu'elles vivent ici sur le terrain. Et de savoir si elles peuvent diriger une prière ou pas. Bon, maintenant il faut savoir que, mine de rien, ce phénomène a été repris par d'autres femmes en Italie, au Portugal, en Espagne, donc des femmes qui ont... Mais c'est un débat, je veux dire, là on a eu ce débat des mosquées inclusives, où les femmes dirigeaient des prières, où des mosquées pouvaient accueillir les homosexuels de confession musulmane, etc. Donc là, après, c'est un autre débat, c'est toute la question de l'inclusivité. Mais c'est aussi, nous, les musulmans, ça nous renvoie à des questions de fond, effectivement des questions qui font débat, des questions qui fâchent, la question de l'homosexualité, la question de l'avortement, la question de l'héritage, toutes ces questions qui, finalement, doivent être posées. Et moi, à ce niveau-là, je suis un petit peu radicale, vous voyez,
là-dedans. Donc, c'est-à-dire que j'estime que les femmes musulmanes doivent avoir ce qu'on appelle un petit peu les brother space ou les safe space, des questions que les femmes musulmanes doivent débattre entre elles, avec des savants ou pas, des hommes, des femmes, mais des questions qui doivent être abordées pour elles-mêmes et par elles-mêmes finalement. Donc, au fond, ce féminisme musulman, c'est une question de réappropriation de la parole religieuse et sociopolitique. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais rebondir sur cette reprise en main de cette parole en tournant vers Nadia Edgar. À travers votre parcours, qui est par définition d'abord un récit, qui est le récit d'un parcours de vie, d'un parcours de formation, une relation aux parents, à la famille, et quelque chose qui se passe et qui fait que peu à peu vous avez construit une réflexion et une décision autour de votre propre pratique. Et je pense que ça serait bien de revenir dessus pour le public. Il faut appuyer. Voilà. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors revenir comment? Parce qu'on est là jusqu'à ce soir. Je pense que ce qui me plus intéresse effectivement, c'est cette, à travers mon récit, effectivement, cette dimension d'OVNI, c'est-à-dire je me retrouve là où on ne m'attendait pas du tout, dans ce qui reste encore très tabou, que ce soit dans le monde arabo-musulman ou dans le monde tout court, la sexualité. Donc effectivement, moi, le titre l'intitulé du débat d'aujourd'hui m'a interpellée, parce qu'en réalité, à mon sens, en tout cas au niveau sexologique, on n'est plus dans le patriarcat, me semble-t-il, mais plutôt dans le viriarcat. C'est-à-dire le pouvoir des hommes, la domination des hommes sur les femmes, qu'ils soient pères ou non, tout simplement parce que il y a Olivia Gazaleh en parle très bien dans son bouquin, ce mythe de la virilité qui malheureusement, moi je le vois en tant que clinicienne lors des consultations. Encore cette idée que nos amis, que nos ancêtres romains ont distillé et même mis en pratique, c'est-à-dire que le pénis est devenu une arme. Il a été armé du phallus. Et donc du coup, tout s'est focalisé là-dessus et on retrouve à l'heure actuelle, quelles que soient d'ailleurs les sociétés, les phénomènes qui se passent actuellement, Balance ton port, MeToo et tout ce qui s'ensuit, c'est vraisemblablement une problématique viriarcale. Donc pour en revenir à mon parcours, en tant que sage-femme, puisque je suis sage-femme de profession médicale, à la base, je me suis très très vite questionnée en fait en accompagnant les couples dans leur projet parental. Je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une problématique sexuelle à laquelle j'étais indéniablement confrontée, si je peux dire ça comme ça, que je le veuille ou non en tant que sage-femme. Et quelles que soient d'ailleurs les origines, mais ce qui m'a principalement touchée, c'est les couples d'origine maghrébine et ou non de confession musulmane, parce que là je me suis dit, c'est plus possible. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut réellement que j'aille m'instruire sur la question. Parce que, bon, figurez-vous que dans les études de médecine, il n'y a que quelques heures de sexologie, ce qui est quand même invraisemblable. Et donc, du coup, c'est de là, notamment, je le raconte dans mon livre, une patiente une jeune adolescente qui venait lors de mes gardes à l'hôpital, qui venait parce qu'elle avait des métrorragies, des saignements, et très très vite, pour faire la version courte, on a diagnostiqué une grossesse, et pour cette jeune adolescente, c'était la fin du monde. Pour elle, elle était déjà morte et enterrée par son père, par ses frères, donc là, moi ce qui m'a interpellée entre autres, c'est
lors de l'examen de cette jeune fille, jeune adolescente, elle nous dit c'est pas possible, je peux pas être enceinte, j'ai jamais eu de rapport sexuel, je suis vierge. Là, chez moi, il y a eu un tremblement de terre, et pourtant j'étais étudiante sage-femme en fin de cursus, et je me dis mais est-ce qu'il y aurait une deuxième Marieux et que je ne sois pas au courant? Comment ça, c'est pas possible? Effectivement, à l'examen, cette jeune adolescente avait un hymen intact, et pour autant, il y avait à l'échographie un fœtus bien présent. Et il s'avérait, voilà, c'est entre autres ça aussi qui m'a poussée à me former. J'ai découvert l'éjaculation antéportas, donc on pouvait très bien tomber enceinte uniquement avec une éjaculation et du sperme à l'entrée de la vulve. Donc voilà, de là j'ai pris à bras le corps mon cursus, et puis très très vite, et puis avec l'âge aussi, j'ai compris que la sexualité était au centre de beaucoup de choses, et notamment au centre du combat féministe. Merci de ce récit. Alors justement, la question, dans le cadre de ma part, de la médicalisation et de l'hygiénisation de la sexualité, est-ce qu'elle ne pose pas aussi d'autres questions et d'autres problèmes vis-à-vis des patients que vous recevez? Il y a des comptes rendus, j'ose pas dire, il y a des rencontres, ce ne sont pas des comptes rendus médicaux, mais il y a des rencontres qui sont extraordinaires, qui sont racontées dans le livre avec une tonalité, excusez-moi, comme lorsque Nadia parle. C'est-à-dire qu'on est dans cette simplicité, et il y a des gens qui arrivent et c'est difficile. Parce que la stratification du temps a fait qu'on se dit ils ne sont pas vraiment sortis d'auberge. Et vous montrer comment on peut démonter les choses les autres en bas, et faire en sorte qu'au-delà d'un diagnostic, il y a quelque chose de l'ordre des pratiques, des gens qui permettent de retrouver le chemin du bonheur pour eux, parce qu'en général, très souvent, sont des groupes. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre souci, à un autre niveau, un niveau peut-être sociologique, le fait qu'on a tel besoin de cette médicalisation de nos pratiques amoureuses, sexuelles, éthiques, etc. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que cette médicalisation de la sexualité, ce sont vous, les hommes, qui l'avez instaurée. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de pilule rose, pour le moment. Effectivement, j'ai commencé mon intervention en parlant du phallus, parce que tout est centré là-dessus, et que si l'homme dysfonctionne, parce que on est cet ordre-là, eh bien c'est panique à bord. Et panique à bord pour tout le monde. C'est-à-dire que même les femmes, elles ont été tellement conditionnées par cette idée du sexe dressé, que finalement, elles ont identifié leur propre désir, donc elles sont devenues en fait objets de désir, et elles sont sorties de l'état de sujet de désir. Elles n'en sont jamais entrées d'ailleurs, pour certaines. Donc du coup, puisque tout est phallocentré, eh bien, on a médicalisé la sexologie. N'oubliez pas que les grands maîtres de la sexologie aussi, et pas que dans les exégèses religieuses des trois religions monothéistes, sont des hommes. Effectivement, cette problématique de médicalisation de la sexualité, elle vient aussi de là. Et justement, je rejoins Malika, mon objectif, c'est pas du tout, et ça m'intéresse absolument pas d'être dans une sphère élitiste et de philosopher sur la sexualité du monde. Non, moi je suis clinicienne, donc je suis sur le terrain. C'est du concret. J'ai des patientes qui souffrent de vaginisme, qui souffrent de manque de désir, d'absence de désir, des hommes qui sont réduits à leur pénis, qui se retrouvent qui se considèrent comme sous-hommes parce que ne pouvant plus avoir d'érection, eh bien, mon travail, il est là. Ou alors des hommes qui sont considérés également comme des sous-hommes parce qu'ils sont d'orientation homosexuelle, mon travail est là. Mon travail est là, c'est-à-dire de redonner ces titres de noblesse à la sexualité. Et ça, c'est un travail qui n'est ni musulman, ni chrétien, ni agnostique, c'est un travail
humaniste. C'est redonner ces titres de noblesse à la sexualité, de redonner du sens à la sexualité. Parce que, voilà, vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que nous sommes dans l'ère, d'ailleurs j'ai fait une émission radio sur BRFM avec Ovidie, nous sommes dans l'ère de l'hyper-sexualisation avec comme référence la pornographie, et dans la pornographie, nous sommes dans le viriarcat supradominant. Il n'y a pas d'autre, même si on parle maintenant de plus en plus de pornographie féminine, les codes en fait du viriarcat restent présents. Donc moi mon travail il se situe là, c'est-à-dire justement de démédicaliser la sexualité et de lui redonner du sens. De pouvoir dire aux hommes que s'ils développent leur sensibilité, leur émotionnel, et qu'ils érotisent leur pénétration, pas d'être dans quelque chose de uniquement dominant et brutal, eh bien c'est tout à leur honneur. Et de dire aux femmes également, alors de dire et de le faire, hein, parce que la sexologie c'est de la pratique, d'érotiser leur vagin. Et que ce vagin soit dans l'accueil, c'est-à-dire que finalement, si j'accueille l'homme, je suis active en l'accueillant, et je ne suis pas dans la passivité. Et donc là, on est dans une danse à deux. Voilà. Merci beaucoup. Bon dimanche pour tout le monde. Merci beaucoup, Nadia. Je ne veux surtout pas être dans l'ironie. Mais là, vous tendez une perche, et vous l'attendez aussi à Maya. Parce qu'on a dans le roman Burkini, alors on verra tout à l'heure peut-être pourquoi le roman porte ce titre, mais on a là un personnage qui me semble être justement un peu bizarre, le personnage de la narratrice. Bizarre, pas en tant que tel, mais précisément parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle semble être dans l'hésitation constante, et que finalement elle se retrouve dans une situation au point de vue de sa personne, avec une approche un peu fragmentée, un peu schizoïde, elle s'adresse à elle-même parce qu'elle ne sait pas finalement si elle va garder son foulard ou pas, est-ce qu'elle va sortir en mettant pas, et on a comme ça un roman qui est fondé, c'est ça qui est assez extraordinaire, qui est fondé sur une succession d'états de conscience, de la part de quelqu'un qui n'est pas simplement en train de se demander si elle va s'habiller comme ceci ou comme cela, mais c'est quelqu'un qui a une activité qui est peintre et qui est en train de préparer une très grande exposition. Et donc on est autour de cette question de la représentation, et de la représentation du corps féminin, pas non plus Alors, vous êtes dans un contexte, alors je ne veux pas réduire, on est certains à connaître ici le contexte du Liban, dans lequel un certain nombre de questions continuent à travailler ce qui éprouve de la difficulté à faire société. Je ne dis pas une grossièreté ici, on le sait. Et vous avez ce personnage qui essaye justement d'entrer en contact avec les autres, qui a des parents qui sont un peu surpris par sa décision, et qui est dans l'hésitation jusqu'à la fin du roman. À la fin, peut-être qu'il se passe autre chose. Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez justement nous remonter un peu dans cette histoire et d'abord commencer par cette décision que prend le personnage? D'abord, j'ai écrit le roman en 2013, donc dans un moment où le monde arabe vit un état tourbillon. Il y a des révolutions, il y a une ascension des courants intégrales salafistes. De l'autre côté, il y a un autre courant qui est tellement ouvert à la modernisation. Donc j'étais un peu étonnée, surprise, tout en regardant les réseaux sociaux, qu'il y a vraiment, nous sommes dans un monde tiraillé entre deux courants tellement contradictoires. Et on est, nous, les jeunes libanais, syriens, yéménites, marocains, je ne sais pas quoi, nous sommes une génération vraiment déchirée entre deux. Nous sommes
entre deux, c'est ça. Donc, quand j'ai eu l'idée d'écrire le roman, je choisissais une héroïne qui n'a pas un nom ni un prénom, mais qui peut représenter pour moi toute femme et tout homme, tout jeune arabe, se disant musulman, chrétien, même si le voile ici c'est le thème, mais en fait c'est le déchirement. Parce que le roman il présente le thème du voile, mais il n'entre pas dans les causes de ce port du voile. C'est pas écrit d'un point de vue dogmatique ou religieux, c'est juste si on peut dire, un contrôle bien, c'est une peinture minutieuse de l'état d'âme déchiré, d'un conflit intérieur d'une jeune femme qui a déjà mis le voile par conviction, non par obligation, et à un moment donné, elle était devant son miroir, elle était belle avec ses cheveux, et elle disait pourquoi je ne sors pas comme ça. C'est une question assez simple, une question très ordinaire, mais qui éclate, qui ouvre un dilemme assez dangereux, assez cassant aussi. Et tout le roman continue dans cette déchirement, dans ce tiraillement entre le désir de garder son voile ou bien de ne pas ou bien de l'enlever. Et je crois que ce regret, c'est le fruit du choix. Parce que s'il n'y a pas un choix, je ne crois pas qu'il y a un regret. Toujours le regret est quelque chose, est un conséquent direct de nos choix. Donc, et pour moi, l'important, c'est que ce personnage est un peu distingué des autres personnages dans les romans féministes ou bien des romans arabes, parce que le personnage ici n'est pas une victime. Elles ne se sent pas victimes ni d'une société patriarcale, ni parce qu'elle est déjà issue d'une famille aisée financièrement, elle est d'une famille un peu cultivée, éduquée, elle a un père très ouvert, elle n'a pas ni un frère, elle est encore jeune, elle n'est pas encore mariée, donc elle n'a pas ce dilemme féministe, elle n'a pas ce regard envers l'homme, ce regard. Donc je crois aussi qu'elle a déjà cassé cette image monotone, bien caricaturale de la femme arabe dans les... Oui, tout à fait, on n'est pas du tout dans ce registre-là, on est bien d'accord. Il n'empêche que quand elle va au café avec quelqu'un qui est son fiancé et qu'elle croise une ex de son fiancé, ça se passe un peu difficilement dans sa tête, parce que précisément, à ce moment-là, le foulard lui revient dans la figure. Okay, et donc là, il y a quelque chose qui est assez spectaculaire, parce que c'est pas le regard des autres, sauf qu'elle se dit que le regard des autres est important, mais c'est son propre regard sur les autres en train de la regarder, qui devient dont elle croit qu'ils sont en train de la regarder, qui devient quelque chose de terrifiant. Parce que d'abord, il faut mentionner qu'elle est une peintre et qu'elle a une vocation à la peinture des corps nus. Elle a cette vocation nature, donc elle n'a pas pensé pourquoi j'aime dessiner les corps féminins et la nudité féminine. Mais à un moment donné, lorsqu'elle était avec son bien-aimé, elle est follement amoureuse de lui. Elle a vu son ex, elle était une magnifique figure féminine avec une robe très osée, très décolletée, et elle regarde. Alors je suis étouffée avec mes couches, avec toutes ces couches-là, avec tout ce voile qui me camoufle, qui efface ma féminité, qui efface mon corps humain, et elle commence à regarder les autres et à se voir dans les regards des autres. Parce que d'habitude, elle ne s'intéresse jamais au regard des autres parce qu'elle est une peintre et elle est une artiste, et tout le monde sait que la peinture c'est un exercice de solitude, tout
trucs comme l'écriture. C'est aussi un exercice de solitude. Elle n'est pas trop s'intéresser au monde extérieur. Elle est trop glissée dans son intimité, dans son intériorité. Mais ici, dans ce café ouvert avec son bien-aimé, avec cette femme magnifique, elle a commencé à poser des questions de rivalité, de féminité. Est-ce qu'il faut être présente avec mon corps ou bien il ne faut pas? Et si le corps, comment on peut être vraiment présent dans une société avec un corps plus ou moins caché? C'est difficile ou bien c'est naturel. Et ici commence le regret et le désir d'enlever ce voile. Donc, oui, bien sûr. Mais en même temps, la question du passage outre est posée, où elle est même racontée d'ailleurs, les relations avec le fiancé, et c'est le moment de scène particulièrement intense. Mais je voudrais revenir un peu sur le soubassement, encore une fois, littéraire d'un texte dont je rappelle que c'est un roman, un texte littéraire. Et encore une fois, particulièrement réussi de mon point de vue. Pour renvoyer à un écrivain, une écrivaine, qui pour moi est une des deux fondatrices d'une partie de la littérature libanaise, qui sont finalement très peu connues. Il y a celle que vous citez, Leïla Balbaki, et je voudrais vous entendre peut-être rappeler combien cet auteur et son roman Je vis est important. C'est l'œuvre capitale. Il y en a un autre, on n'en parlera pas ici, je me rappelle juste son nom, c'était Farjah Haïk, qui a une vision du Liban, la prétendue Suisse du Moyen-Orient, au moment où c'est la prétendue Suisse du Moyen-Orient, qui est absolument désastreuse à travers un roman qui s'intitule L'envers de Karam. Donc on est sur l'envers et le revers d'une même base, d'une même pièce. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans cette référence que vous faites que le personnage fait à Leïla Balbaki? Oui, la scène, elle glisse le plus profondément dans ce tiraillement et ce déchirement. Elle pose les arguments qui sont contre le foulard. Et ici, elle fait l'écho au roman de Leïla Balbaki, Je vis. Et ici, elle se demande la question, est-ce que vraiment je vis? Parce qu'elle se sent un effacement total avec ce corps effacé. Donc, je n'entre pas dans les détails de ce roman, mais juste le titre est très signifiant ici, parce que le mot je vis, et elle dit je vis et je n'existe. Elle fait la différence entre vivre et exister. Tout le monde existe, mais est-ce que vraiment tout le monde vit? C'est ça la question. Donc à ce moment, elle se sent qu'elle est hors le monde, entourée des corps très beaux, des femmes très attirantes. Elle se sent vraiment effacée, donc elle ne se sent pas qu'elle vit vraiment. Et c'est un peu tragique ici, mais dans d'autres scènes, elle donne des arguments tout à fait contradictoires. Donc elle est toujours dans son déroulement de ce sujet, elle est totalement pour le voile et contre le voile. Mais l'important dans ce sujet, c'est pas être pour le voile ou contre le voile, c'est juste présenter cet état d'âme, ce déchirement, parce que il y a des gens qui regardent toujours à la femme voilée comme ça de l'extérieur, une vision très rigide un peu. Elles sont voilées, donc oui, elles sont contentes avec peut-être ce choix, ou bien elle est victime, ou bien elle est résignée, ou bien elle n'est pas bien cultivée, donc elle est contente. Il n'y a pas les autres ne s'intéressent pas à cet état d'âme, à ce conflit intérieur, mais il faut savoir que vraiment la femme voilée, comme toute une autre femme, elle a des sensations, elle a des sentiments, elle a des désirs, elle a sa vie, sa sexualité, elle a
Donc elle s'intéresse même à sa beauté parce qu'il y a une scène, elle se met juste devant son miroir après la rencontre de son ex, de l'ex de son bien-aimé, qui est magnifiquement belle. Puis en rentrant chez elle, elle choisit de porter la robe la plus sexy de son armoire. Et c'est une petite robe rouge et elle se voit bien, elle se maquille un peu, puis elle se regarde devant son miroir et elle dit bon, je suis plus belle qu'elle, je suis plus femme qu'elle, je suis. Donc elle sent la rivalité et c'est la jalousie, la rivalité, le corps, le voile, donc tout un tourbillon de sentiments. Et c'est là qu'il faut savoir que toute femme voilée, il ne faut pas dire une femme voilée. Toujours, je vois cette généralisation et ce qui me touche. On ne peut pas dire une femme voilée. Il y a des femmes voilées. Il n'y a pas une femme arabe. Il y a des femmes arabes. Moi, je suis du Liban. C'est un pays cosmopolite. Il y a toutes les confessions, les religions, les courants. Il y a des figures tout à fait contradictoires. On passe par une ruelle et on passe dans une autre. Il y a tout à fait un autre monde, donc, et qui sont très proches, mais il y a des femmes qui sont vraiment, et des hommes, et des mentalités qui sont tout à fait différentes. Donc, je crois qu'il faut bien savoir cette différence et regarder au monde arabe une vision plus réelle et plus véridique. Et parce qu'il n'y a pas, je suis contre un monde arabe. Il y a aussi des pays arabes. Il n'y a pas un monde arabe. Et vous savez, même dans le même pays arabe, il y a des guerres, il y a des courants qui se bagarrent tout le temps. Donc, il faut dépasser un peu ces appellations qui sont très générales et qui ne reflètent jamais la réalité. Voilà. Donc, et je crois que ce roman a un but de casser. Et moi, je n'ai pas écrit dans le but de casser cette vision, mais après, lorsque j'ai entendu les échos et les opinions des autres, j'ai remarqué que voilà, j'ai réussi un peu à vraiment oui, de déconstruire cette image très générale du monde arabe et de la femme arabe et de la femme voilée plus précisément. Merci Maya. Merci effectivement de cette question du rapport aux stéréotypes. J'allais lire un texte. Nadia a quelque chose à... Oui, je voulais rebondir sur ce que disait très justement Maya. Effectivement, il n'y a pas très longtemps où on parle des droits des femmes. On parlait avant du droit de la femme. Comme si effectivement il n'existait qu'un prototype féminin dans lequel, et c'est finalement ce que dit votre roman aussi en filigrane, hein, c'est-à-dire que moi j'aime à dire concernant le voile, très souvent on me dit oui, vous êtes une femme voilée, je dis non, moi je ne suis pas une femme voilée parce que je ne suis pas une roue, je ne suis pas une roue, hein, c'est une roue qui est voilée, moi je porte un voile, c'est pas du tout la même chose. Là, un voile, un fichu, appelez-le comme vous voulez, voilà, c'est un vêtement, mais au-delà de ça, en fait, c'est important ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, c'est à travers votre roman Maya, du coup, vous humanisez cette femme, vous lui redonnez, en fait, du sens, et elle donne le sens à sa vie, effectivement, comme n'importe quelle femme, quelle que soit sa tenue vestimentaire, son appartenance religieuse ou pas, eh bien, elle a des choses qui se jouent intérieurement et notamment sexuellement. Il y a ça, et il y a autre chose aussi, il y a cette dimension du qu'en dira-t-on qui est très, très prégnant. Alors, je vais dire le monde arabo-musulman, même si effectivement il n'y a pas un monde, vous avez complètement raison, mais il y a cette dimension du qu'en dira-t-on, c'est-à-dire faire les choses uniquement à travers les yeux des autres, parce que c'est une réalité, on fait les choses aussi à travers le regard de l'autre, mais là où ça devient compliqué, c'est quand c'est uniquement focalisé là-dessus.
Donc, ça fait vraiment écho personnellement ce que vous dites, et je pense que beaucoup de femmes qui portent un foulard ou pas doivent effectivement s'identifier à travers le personnage. Si, effectivement, la question du voile, elle est à plusieurs niveaux. Il y a une scène où le personnage, la narratrice, va à la piscine, au bord de mer, la piscine au Liban. Et les bords de mer et les plages au Liban, c'est un peu particulier. On ne peut plus se baigner dans la mer, tellement. Oui, mais tellement il y a de méduses, l'eau de mer dans un état assez. Et voilà, donc les femmes sont entraînées. Donc là, les corps se dénudent, on se passe 15 fois de l'huile sur le corps, etc. Et donc la narratrice raconte ça à un lecteur. À les piscines réservées pour les femmes, parce qu'au Liban, il y a des piscines réservées pour les femmes voilées. C'est pas voilées, mais il y a même des femmes qui sont pas voilées, mais qui préfèrent aller dans une piscine qui n'est pas mixte. Donc, Ceci dit, les hommes sont de l'autre côté de la barrière. Que des femmes pudiques se réunissent en un lieu où elles se déshabillent est une idée qui séduit tout homme, mais aussi tout artiste. On laisse réfléchir à cette mise en relation. Les hommes dans les piscines contiguës traversent avec leur moto aquatique la limite de la plage qui leur est réservée pour s'approcher de la nôtre et nous observer, bien que les piscines mixtes et leurs plages regorgent de belles femmes. C'est la curiosité, le désir de découvrir en brisant un tabou. Et c'est peut-être ce qui l'a séduit en moi, par de son fiancé. Maintenant, elle va décrire une toile qu'elle a peinte la dernière semaine, in extremis avant l'exposition. Et cette toile porte un titre, Les créatures de l'ombre. Les créatures de l'ombre est un titre qui résume bien l'atmosphère de mes toiles et leur donne toute leur dimension. La scène observée à la piscine m'a inspiré non seulement ce titre, mais encore l'idée d'une exposition et sa plus grande toile. Toile qui ne représente pas simplement des femmes, mais le moment de leur métamorphose. Trop habillées et voilées, on les voit se diriger vers des étangs, chacune esquissant un geste précis. L'une d'elles déboutonne sa chemise, une autre dénoue son foulard, une troisième se baisse pour ôter sa jupe. On ne voit rien de leur corps, car je voulais représenter le moment même du déshabillage et laisser l'observateur imaginer l'instant d'après. Je n'ai pas trouvé à cette toile un titre à même de suggérer ce qu'elle tente de représenter. Je crois que c'est une mise en abîme pour parler universitaire, c'est une mise en abîme de ce qui se passe dans le texte. C'est-à-dire que ici, on a effectivement une sorte de mise en miroir de tout le roman de Maya Page, qui est à la fois de travailler sur quelque chose qui est extrêmement difficile, on est d'accord, sur l'écriture, qui est le mouvement, qui est pas la représentation, mais la désignation du mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui est constant dans le texte, du début à la fin. J'ai dit tout à l'heure qu'on avait des successions d'états de conscience. Et c'est précisément ces glissements-là. Ce qui est très très intéressant, c'est que la durée nous est donnée, une semaine. En fait, on ne la voit pas passer quand on n'a pas de repère, c'est ça que je veux dire. Hein. Le lecteur n'a pas de repère, sauf que, voilà, on voit bien qu'il y a cette leçon. Voilà, je vous propose, si vous avez quelque chose à rajouter, d'en profiter, et puis de passer à un micro dans la salle, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions à poser autour des questions qui ont été, enfin, les choses qui ont été animées aujourd'hui. Malika, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que je me réjouis du panel, je pense qu'il a complété, on avait des perspectives d'analyse complémentaires et je me réjouis beaucoup de ces présentations et je souhaite tout le succès à mes corrégionnaires. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois de l'analyse, voilà. On a à la fois un traitement rationnel, universitaire, la biographie de votre travail, déjà en tant que telle, elle est passionnante. C'est un travail doctoral, donc malheureusement, raison pour laquelle c'était difficile de vulgariser. Encore, j'ai quand même reçu des critiques où il n'est pas si accessible que ça. Pourtant, j'ai fait le maximum. Hein. Je me dis, je ne pouvais pas faire plus. Donc voilà. Pardon, ouais, ça dépend des critiques. Je disais que moi, je l'avais trouvé très accessible.
Mais c'est parce que moi, je reçois des invitations jusque dans les maisons de femmes, des quartiers, dans les sections. Donc vraiment, moi, je veux dire, on m'invite à faire des présentations dans des maisons d'accueil de primo-migrants, voire de migrants, j'y vais. Et donc, il faut trouver encore une manière de... Voilà, mais bon, ça fait partie du défi que je me suis posé, et puis du défi de ce livre aussi, de toucher tout un chacun. Merci. Moi, je rejoins ce que dit Malika et ce que vous dites, Yves. Effectivement, là, on a, je pense qu'on voyage et on bouge entre l'intellectuel, l'imaginaire et la clinique. Donc, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que voilà, le sujet du patriarcat, du viriarcat, du féminisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas être que dans les hautes sphères. Ça va un temps, mais il faut redescendre très vite, parce que c'est dans la vie de tous les jours qu'il faut le vivre, qu'il faut vivre cette lutte justement pour acquérir ou réacquérir ces droits. Et pour revenir au titre de notre table ronde, pour en finir avec le patriarcat, je trouve que la lutte contre ce patriarcat n'est pas toujours montrer une vision comme ça. Être l'ennemi de l'homme, au contraire. Et c'est pas toujours de faire ce que la société veut pour être libre, parce que le personnage de mon roman, quand elle a mis le voile, elle était... son père était très fâché d'elle et il ne voulait pas que sa fille mette le voile. Donc elle était contre le patriarcat, mais à l'inverse, d'une façon tout à fait différente. Donc la liberté, je crois que enfin la liberté, c'est être toute obligation, c'est refuser de vous imposer n'importe quoi. La liberté, c'est pas une règle, c'est pas calcul, c'est pas quelque chose, c'est pas une recette. La liberté, c'est un choix, c'est être responsable de nos choix. Et voilà, l'important, c'est de pas être à l'image de la société là où on vit, mais c'est être à la hauteur de nos rêves, de nos ambitions, de nos choix, et à la hauteur de notre liberté, de nos responsabilités. Donc, il faut aussi souligner cela. Voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour. Je ne sais même pas par où commencer, c'est tellement énorme. Moi, c'est avec bonheur que je vous vois toutes les trois, que même je regrette l'absence d'Asma El-Mrabet, de vous voir parler de sujets qui, il n'y a pas si longtemps encore, étaient tabous. C'est-à-dire que même des femmes, pas voilées, n'osaient pas parler. Et aujourd'hui, on a des femmes musulmanes, voilées, et qui nous parlent de la déconstruction de ce patriarcat phallique, enfin avec toutes les représentations. Mais comment on peut aujourd'hui se libérer du patriarcat si on ne s'attaque pas, on ne remonte pas aux sources? 15 siècles, à partir du texte coranique lui-même, jusqu'à aujourd'hui, et toute la jurisprudence, la théologie traditionnelle et traditionnaliste, qui ne se sont construits que sur la domination et l'infériorisation de la femme. J'aimerais bien que vous m'expliquiez, peut-être que j'ai pris vos interventions en cours, mais quelles sont les raisons, à quoi vous rattachez votre port du voile? Est-ce que c'est des raisons ontologiques, c'est des raisons religieuses vraiment? Est-ce qu'il y a des textes qui vous le demandent? À ma connaissance, cette langue arabe si belle, si poétique, et que j'enseigne, il n'y a jamais eu de demande aux femmes de porter le voile, même dans le Coran. Et quand on... Pardon, je peux finir? Or,
vous le connaissez peut-être mieux que moi, quand vous contextualisez le Coran, vous comprenez d'où sont venus ces ports de voile, ou de khimar ou de jilbab, ces trois concepts. Ils sont contextualisés. Ce contexte, en mettant votre voile ou en développant votre liberté, votre choix de le prendre, vous ne faites que perpétuer un contexte de discorde, un contexte qui a même obligé le prophète lui-même à dire un certain nombre de versets pour composer avec cette société dominatrice des femmes, qui considérait les femmes encore dans le contexte polythéiste de femmes objets qui se vendaient, qui s'achetaient. Et dans le texte lui-même, comment vous pouvez répondre? Et j'attends de vous une réponse. On a vu le beau film hier de Morzaq Alouache, Une enquête au paradis. Et il met, c'est bien de montrer avec non seulement les croyances et ce que répètent les jeunes aujourd'hui sur le paradis, sur les 72 houris, et le muhuri, le hawari, c'est dans le Coran. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le Coran lui-même, dans les textes et dans l'explication théorique, que c'est construit cette fantasmagorie de la femme sur laquelle on ne peut porter qu'un regard sexuel. Et comment vous voulez que cet homme qui ne peut rêver, musulman, qui ne peut rêver que cette femme, la plus belle qui soit, la plus fabuleuse qui soit, et qui n'est que dans le paradis, c'est-à-dire celle qui est ici sur terre, est vraiment moins que rien. Et je parle, voilà, c'est 15 siècles de sédiments, et voilà, je vous laisse parler. Je vous remercie. Bon, alors je vais me lancer. Eh bien, je vous invite à lire mon livre concernant votre question sur le voile, parce que j'y réponds. Là, je parle pour moi. Je parle pour Nadia El Bouga, d'accord? Moi, je raconte justement dans le livre comment j'ai été amenée à porter ce voile. Là où j'aimerais que vous questionnez autrement, on va retourner la question, c'est comment se fait-ce qu'on ne se pose pas la question concernant les hommes qui portent aussi un foulard, qui se nomment les sikhs, et qui le portent pour des raisons spirituelles. Quand ça touche les hommes, ça ne questionne absolument pas la question de leur corps. Et quand ça touche la femme, bizarrement, il y a toute une effervescence sur la question. Je reviens à ce qu'a dit Maya tout à l'heure, qui est quand même fondamental, c'est la question du choix. Alors pourquoi je reviens là-dessus ? Parce qu'il y a certaines de mes consoeurs en l'humanité qui sont féministes comme moi, qui ont les poils qui se redressent sur tout leur corps lorsque je dis que je suis féministe. C'est-à-dire qu'en réalité, on me prête une aliénation, comme si de fait, donc exactement comme le patriarcat agit, c'est-à-dire que on infantilise une fois de plus cette femme qui serait l'objet de toute manipulation et qui serait à aucun moment de sa vie maîtresse de ses choix. Donc je vous invite à vous questionner sur cette question-là et je vous rappelle qu'en dehors des trois religions monothéistes, le voile préexiste aux trois religions monothéistes. Il faut quand même le savoir et il faut être beaucoup plus polysémique concernant le voile parce que si vous questionnez les femmes et si vous questionnez l'histoire, vous verrez qu'il y a des situations où des femmes portent le voile parce qu'elles sont soumises par le patriarcat et le viriarcat, c'est une réalité, et moi je lutte, et je pense que mes consoeurs ici présentes sont dans la même dynamique. Je lutte et je lutterai jusqu'à la fin de ma vie contre ça, mais il y a aussi des femmes qui portent le voile, et on le voit beaucoup avec les événements que l'on a malheureux dans le monde actuellement, des femmes qui portent le voile de façon réactionnaire, on le voit chez nos adolescentes, beaucoup dans les quartiers
Certaines ne portent voile, elles ne connaissent même pas un mot du Coran, ou même des hadiths, ou de l'histoire même de l'islam, ou que sais-je. C'est tout simplement parce qu'elles sont dans une réaction, une recherche identitaire, et donc elles sont dans quelque chose de « je suis contre eux », et contre quoi? Eh bien, il faut les questionner. Et vous avez aussi des femmes qui portent le voile par conviction spirituelle, au-delà du religieux. Alors il serait peut-être intéressant de questionner aussi ces femmes, de dire quel sens elles donnent, parce qu'il est question de sens, et ça on ne peut pas le nier. Vous avez des femmes qui sont, et je laisserai la parole à mes collègues, vous avez des femmes qui sont éminemment féminines dans leur être, dans leur vécu. Je ne parle pas de féminité, des canons de la féminité que l'on veut nous faire boire depuis des millénaires, parce que je reviens à ce que vous disiez, donc vous parliez de 15 siècles de patriarcat. Comment ça, 15 siècles de patriarcat? C'était millénaire de patriarcat. Le patriarcat, il préexiste, comme je vous ai dit, aux religions monothéistes. Et d'ailleurs, je vous invite à revenir. Aristote, Pythagore. Ah, mais il faut revenir avant l'islam, parce que le combat, il remonte à plus loin. Vous savez, la misogynie, c'est quelque chose qui préexiste. Et donc, ne vous arrêtez pas juste à ce temps-là, parce qu'en fait, les religions monothéistes ont récupéré ce qui préexistait, et ça les arrangeait bien. Donc, moi, je vous invite juste, vraiment, et c'est, à mon sens, c'est ça le vrai féminisme, c'est de considérer que face à vous, vous avez un être. On parlait de vivre et d'exister. Je ne suis pas sûre qu'on existe tous, parce que exister, hein, je vous renvoie à la langue latine, hein, c'est exit, sortir d'eux. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit sorti d'eux. Donc, considérer que l'autre peut être, c'est peut-être intéressant, et je pense que là, on va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus humaniste, beaucoup plus ouvert, et de ne pas considérer, moi j'aurais gagné, à mon sens, et on aura gagné, lorsque quand vous parlerez avec moi, vous ne verrez plus ce fichu sur la tête. Fichu. Merci Nadia. Mais quant à moi, dans ma société, il y a des femmes voilées, il y a des femmes qui ne sont pas voilées par choix. Et je n'ai jamais vraiment, je ne parle pas parce que je suis entre vous, mais vraiment, je n'ai jamais senti aucune domination, ni patriarcale, ni de mon père, ni de mon époux, ni de mon frère. Au contraire, la femme chez nous, elle est plus émancipée. Et mon père, par exemple, personnellement, il encourage la fille beaucoup plus que mon frère. Je crois que le fait d'être émancipé n'est pas relié au fait de mettre le voile ou pas. Je suis la seule dans ma famille qui met ce voile. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, et par plusieurs raisons, mais c'est sûr que c'était pas ni imposé de mon mari, parce que je l'ai mis avant de me marier, et ni de mon père, parce que mes autres filles, on est 4, il n'y a aucune d'elles qui est voilée. Donc c'est vraiment, peut-être c'est une raison de distinction. Le personnage de mon roman a mis le voile parce qu'elle est croyante, mais elle aime aussi être distinguée, elle aime aussi être un peu protégée. Elle a quelque chose qui n'est pas trop clair dans le fait de choisir le voile, parce qu'à mon avis, l'important c'est pas la raison de mettre le voile. Il y a des millions de femmes qui mettent le voile dans le même arabe, et chacune d'elles a sa raison personnelle qui se différencie de l'autre. Donc on ne veut pas venir à chacune d'elles et demander pourquoi tu as mis le voile. C'est un choix. L'important c'est mettre le voile ou ne pas le mettre. Il faut travailler, il faut bouger, il faut émanciper, il faut être pour les raisons de la femme et combattre tout genre de patriarcat ou de domination. Donc je crois. Merci Maya. Merci. Bon, alors mes collègues ont répondu déjà avec beaucoup d'éloquence et je pense qu'elles ont avancé des éléments et des arguments qui font sens aussi chez moi. Alors je vais vous dire, monsieur, en fait, que vous dire? Moi je réponds plus à ces questions déjà depuis 10 ans en fait. C'est-à-dire que pour moi c'est dépassé.
quand je fais des interventions, des conférences, d'ailleurs quand je vous ai vu vous lever, le contenu et la substance de votre question m'a surprise. Excusez-moi, mais moi ces questions-là, d'abord je n'y réponds pas. Je n'ai pas à me justifier sur la raison du port du foulard. C'est une question qui m'est propre, qui m'est intime. Je n'ai même pas à me justifier et intellectuellement, vraiment j'ai dépassé. D'un point de vue sociologique, et d'ailleurs c'est ce que j'ai essayé d'apporter dans mon ouvrage, lorsque j'aborde le foulard, je n'en parle absolument pas sous l'angle à travers lequel on l'analysait justement l'ordre de la typologie. Elles l'ont très brillamment soulevé. Vous prenez 15 femmes, vous les interrogez sur la raison pour laquelle elles portent le foulard, vous aurez 15 avis différents. Nadia l'a dit, il y a le foulard réactionnaire, identitaire, il y a le foulard spirituel. Il y a toute une série et une pléthore de raisons pour lesquelles aujourd'hui les femmes portent le foulard. Eh bien moi j'ai choisi dans mon ouvrage de parler de ce foulard qui est politique. D'accord, et la première qui avait mis en évidence la dimension d'empowerment, de prise de pouvoir sociopolitique, c'était Niloufer Gueulé, Farhad Khosrow-Khabar aussi, hein, qui sont des sociologues connus ici en France, et qui disaient mais on est passé à une autre génération de femmes qui aujourd'hui portent le foulard et qui ont compris aussi un principe qui est de porter le foulard. Ce n'est pas seulement porter un foulard et s'enfermer, porter un foulard. La raison de ce foulard aussi pour certaines, c'est briller dans la société. Nous, toutes ici présentes, en réalité, même quand on le met, c'est c'est devenu un geste quotidien. Et même quand on parle, moi j'ai la chance de pouvoir intervenir dans différents réseaux, jusque dans des réseaux internationaux. Je vais vous dire, hein, je débarque, on ne voit même pas mon foulard. C'est marrant, il n'y a qu'en France, excusez-moi, hein, qu'on nous renvoie systématiquement à ces questions de la raison pour lesquelles on porte le foulard. Moi, je ne m'attendais pas à cette question-là. Vous savez, votre attitude, en tout cas la substance encore de votre question, ça m'attriste parce que on se bat contre le paternalisme. C'est une forme de paternalisme aussi, la manière dont vous nous posez la question. C'est comme si vous étiez en train de nous... Je le ressens comme ça. Peut-être que je me trompe, moi je le reçois comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de nous dire qu'on avait mal compris le Coran, qu'on avait mal compris le sens du foulard et de la raison pour... Vous savez, vous avez peut-être des femmes aujourd'hui qui portent le foulard, et puis pour elles, c'est peut-être simplement la mode, fashion victime, Brigitte Bardot, dans les années 30, pardon, non, pas dans les années 30, excusez-moi, voilà, c'était un foulard à la mode. Et je vais vous dire, regardez le débat qu'on a eu autour du burkini, pas du burkini, de la ligne de vêtements que Nike a sorti. Vous avez entendu ce débat, elle porte un foulard, voilà, donc le survêtement avec le foulard assorti. Vous savez, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on parle de la islamic fashion, de la mode dite islamique, où des femmes sont musulmanes, voilées, qui ont sorti des lignes de vêtements, que ce soit en Turquie, à Dubaï, d'ailleurs il y a la Fashion Muslim Week, donc on est dans cet état d'esprit quand même, d'accord? Nike sort le survêtement, donc nous, alors le burkini, il fait un départ, c'est un tsunami médiatique dans la presse française, encore une fois, excusez-moi, je me prends beaucoup à la France, mais bon, c'est parce que moi j'ai un pied à l'extérieur, et donc j'ai cette chance aussi de pouvoir voyager dans le monde et de voir qu'effectivement, il y a un cas franco-français dans le rapport à l'islam et aux religieux qui est propre à la France. Pour en revenir à nos affaires de foulard, quand Nike, quand les femmes... Il y a la top mode voilà, qui est moyenne musulmane et voilée. Voilà, les petits L'Oréal, machin, bon... Non mais tout ça pour vous dire, monsieur, et je comprends aussi les peurs, même ici peut-être dans la salle, de certaines personnes. Et j'allais le dire, et puis je me suis dit non, c'est pas nécessaire de parler de ce point-là, mais c'est que nous, on va, en tout cas les femmes voilées qui s'assument comme telles, elles vont renvoyer une image qui est parfois, notre image, notre discours va parfois rassurer, mais il va aussi souvent inquiéter, parce qu'on renvoie dans l'inconscient de l'autre, parfois des choses que des femmes occidentales ou même musulmanes se sont battues finalement contre ça. Moi je le vois, j'ai des liens avec l'Iran personnel ou avec d'autres pays. On est allé en Tunisie il y a quelques années, par exemple, quand on rencontre les féministes musulmanes de ces pays, les féministes tout court, pardon, de ces pays-là, elles nous le disent, au Maroc. Pourquoi vous ressortez ce foulard? On sait, voilà, c'est votre question, j'ai bien senti les choses. Voilà. Pourquoi vous ressortez ça? Et je savais qu'il y avait des... Je sentais... je sentais à quel point, finalement, j'avais une bonne intuition. Voilà, c'était cela dont je voulais parler. Merci, monsieur l'avocat. Attendez, mais j'ai été élevée chez des bonnes sœurs. Voilà. Alors, j'ai été opprimée par des bons hommes. D'accord. Bon, alors...
Voilà, ce genre de réaction, je m'y attendais, je le sentais, je savais que ça allait émerger. Et c'est normal, c'est salutaire. Voilà, je termine là-dessus. C'est salutaire. Le point que je voulais aborder tout à l'heure, c'était de dire ça. C'est que je sais que ce qu'on renvoie, ça inquiète, ça peut déranger, parce qu'on a le sentiment que des femmes qui se sont battues contre le religieux pendant des siècles, finalement, on a des femmes qui reviennent avec ce foulard. Et elles ont eu raison, parce que si aujourd'hui, et c'est un fait, si aujourd'hui j'ai Nadia El Bouka aujourd'hui le choix de pouvoir porter ce voile, c'est parce que aussi ces femmes ont lutté. Ça, on ne le remet pas en cause. On est vraiment... Ah non, en tout cas moi, je ne le remets pas en cause. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une continuité. Mais, effectivement, la question de monsieur nous interpelle et vraiment ne prenez pas nos réactions comme étant des velléités. Voilà. Mais, pour reprendre votre questionnement, monsieur, excuse-moi Malika, par exemple, je vous donne un exemple. On nous renvoie, en fait, ce qui nous agace à un moment donné, c'est qu'on nous renvoie systématiquement au voile, comme d'ailleurs on renvoyait aussi aux femmes qui portent des mini-jupes, on leur renvoyait aussi leurs vêtements. Ah oui, mais tu vois, comment tu es habillée, en même temps, te demande pas si on te reluxe. Non, mais c'est du même ordre. Attendez, c'est du même ordre. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Je suis sexologue, et lorsqu'on m'invite pour parler de sexualité, et que j'entame la discussion sur la sexualité notamment masculine, et que nous développons le sujet de l'érection, de l'éjaculation précoce et tutti quanti, et bien bizarrement, on me remet sur les rails, si je puis dire, sur cette question, cette problématique de voile. Ça veut dire que les femmes en général constamment, on doit les renvoyer à leurs stéréotypes, c'est-à-dire à ce qu'elles renvoient de leur apparence. Quand est-ce qu'on va s'intéresser vraiment au fond de la féminité, au fond de la femme, et de ce qu'elle est réellement, et de ce qu'elle est capable d'être? Le fond, c'est le texte coranique qui vous a... Je voulais juste terminer sur un point, si je peux me permettre, madame et monsieur aussi. C'était simplement de dire que je pense qu'ici on est tous d'accord. Non, c'est pas possible. Je savais et sentais que c'était une table ronde qui allait, mais c'est normal. C'est salutaire. C'est très bien. Allez-y. Allez-y, madame. Oui, voilà. Je me lève, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Mademoiselle veut la parole avant. J'aimerais bien sortir du débat du voile, parce que personnellement, je m'en fiche. Je suis très heureuse de voir une sociologue, une autrice et une sexologue parmi nous, pour commencer, avant tout. J'ai deux questions, parce que pour le rappeler, nous sommes là pour comprendre comment déconstruire le patriarcat, et non pas pour parler du voile. Donc, deuxième point, je voulais déjà vous demander, à vous, en tant que spécialiste, comment travailler sur la prise de conscience vis-à-vis des oppressions patriarcales qu'on peut vivre, et donc à différents niveaux, parce que ça va du couple à la société, vers le politique, vers différentes sphères du religieux, etc. Premier point. Et deuxième chose, c'est aussi comment travailler à la réconciliation des identités. Parce que vous l'avez bien dit, vous l'avez bien souligné, on est dans des sociétés tiraillées entre des extrêmes, entre des injonctions très contradictoires. Donc comment travailler à réconcilier ces identités féminines et justement ouvrir cette troisième voie pour que des femmes très différentes, avec des identités très diverses, puissent se reconnaître dans leur société, dans le monde politique, etc. etc. La réconciliation des identités féminines. C'est ça, exactement. Excusez-moi, Est-ce que je peux non, je suis désolé, on est obligé de s'interrompre parce qu'il y aura une autre rencontre ici après. En revanche, je tiens d'abord à remercier tout le monde pour la qualité et pour la richesse des échanges, et je me permets de renvoyer le public à la librairie où nos trois membres de ce panel se feront un plaisir de dédicacer les ouvrages et de répondre à toutes les questions.